Ces dernières années, il est devenu trop facile de critiquer la WWE pour sa mauvaise gestion des bookings. Après tout, avec toutes les erreurs qu'ils ont commises en ratant ce qui semblait être des réussites évidentes lors de situations comme le Summer of Punk, les débuts de Sting à la WWE ou les nombreux appels d'NXT au fil des ans, beaucoup ont commencé à se demander si Vince McMahon n'avait pas perdu son toucher. Bien sûr, il n'a pas toujours été ainsi, car dans une époque antérieure, il était capable de prendre des décisions créatives mieux que n'importe qui d'autre dans l'industrie. Et même dans ces dernières années, il parvenait encore à produire quelques perles ici et là avec un dernier coup de maître avant son départ définitif. Mais quels sont les meilleurs exemples de cela? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui en examinant les meilleures décisions de booking de l'histoire de la WWE. Et si nous devons commencer quelque part, autant commencer par celle qui a propulsé la lutte sur la scène grand public, et c'est la décision de choisir Hulk Hogan comme top guy en 1984. Oui, Vince McMahon avait toujours eu des projets pour rendre la WWF nationale, et ça après avoir pris le contrôle de l'entreprise de son père. Mais s'il n'avait pas eu le visage qu'il fallait pour diriger sa campagne, cela n'aurait peut-être jamais marché. Et c'est pour cela qu'il était si crucial, lors de ses recherches pour dénicher les meilleurs talents à recruter, qu'il tombe sur un jeune Terry Bollea au sein de l'American Wrestling Association. Et avec Bollea ayant déjà eu l'idée de la Hulkamania, McMahon se rendit compte qu'il suffisait de montrer cela à un public plus large, ce qu'il espérait faire en faisant de Hogan son top guy et champion du monde. Une fois cela fait, la prochaine étape serait de faire briller le Hulkster sur la grande scène, car en 1984, le patron avait décidé de tout miser en organisant le tout premier WrestleMania. Bien sûr, ce qui a vraiment mis cet événement en avant, c'est le fait que Hogan n'était pas le seul ce soir-là. Non, il avait un partenaire en équipe sous la forme de Mr. T, l'un des hommes les plus célèbres du monde à cette époque. Ainsi, avec ce soutien et le succès énorme de WrestleMania, l'ère de la Hulkamania débuterait en grande pompe, car Hogan devint un phénomène de pop culture et une icône des années 80. Et plus sa top star devenait célèbre, plus Vince McMahon pouvait récolter les fruits de cette popularité, car pendant toute la décennie, la WWF atteignit des sommets de popularité que la lutte n'avait jamais connus auparavant. Oui, non seulement il avait réussi à détruire les territoires et à rendre sa société le seul lieu en ville pour quiconque souhaitait une exposition nationale, mais il avait aussi réussi à étendre son idée de sport entertainment dans le monde entier, en faisant de la WWF la puissance que nous connaissons aujourd'hui. Cela dit, l'avenir de l'entreprise ne serait pas sans ces périodes sombres, avec sans doute la plus sombre d'entre elles survenant au milieu des années 90, et cela était en grande partie dû au procès sur les stéroïdes qui a terni leur image publique, et qui a permis à la WCW de débaucher bon nombre de leurs meilleurs talents. À un moment donné, la WWF était même en danger de fermer ses portes. Heureusement, ils ont trouvé un nouveau visage pour les amener dans la prochaine ère, et la décision de booking qui a propulsé cette figure dans une nouvelle dimension s'est produite à WrestleMania 13, lors du double turn de Steve Austin et Bret Hart. Pour être totalement transparent, pour certains, il s'agit peut-être du meilleur match de lutte de tous les temps, donc il est difficile de ne pas paraître partial sur le sujet. Mais à part ça, la fin que Vince McMahon a imaginée ici est un exemple de pourquoi les gens le considéraient autrefois comme un génie. D'un côté, vous aviez le babyface éternel Bret Hart, quelqu'un qui avait toujours essayé de faire ce qu'il fallait pour les fans, mais qui était désormais rejeté par une section du public avide de nouveautés. De l'autre côté, vous aviez cette nouveauté, et son nom était Stone Cold Steve Austin. Oui, Austin était censé être le heel dans cette situation, mais avec le public de la fin des années 90 adoptant ses méthodes anti-autoritaires, il recevait de plus en plus d'applaudissements à chaque semaine qui passait. Donc, ne voulant pas lutter contre les fans, Vince McMahon a rapidement décidé de les faire s'affronter à WrestleMania 13 dans un match I Quit, avec l'intention d'effectuer un double changement d'alignement avant la fin du match. La façon dont il a réussi à faire cela était de faire en sorte que le Rattlesnake saigne abondamment du front et soit coincé dans le sharpshooter à l'approche de la fin du match, tout en refusant toujours de se rendre. À ce moment-là, il finirait par s'évanouir, ce qui entraînerait la victoire de Bret Hart. Bien sûr, après le combat, le Hitman déciderait qu'il n'en avait pas assez et continuerait à frapper son adversaire, ce qui finirait par le faire passer pour un heel complet aux yeux des fans. Et après cela, alors qu'il quittait le ring, Austin se relèverait et marcherait sur ses propres pieds, sûr de lui, sachant qu'il n'avait jamais abandonné et qu'il était désormais pleinement en position de devenir le grand anti-héros de son époque. À partir de là, c'était off to the race, car la deuxième période de boom, l'Attitude Era ramènerait la lutte sur le devant de la scène, et si Vince McMahon n'avait pas pris la décision de faire d'Austin son top guy cette nuit-là, tout cela n'aurait peut-être jamais eu lieu. Mais parfois, ce n'est pas le fait de transformer quelqu'un en babyface qui s'avère être la bonne décision de booking au moment donné. Parfois, vous avez un babyface que les fans ne soutiennent pas, et ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'avoir le courage de le transformer en heel. Et bien qu'en 2020, Vince McMahon était vivement critiqué pendant longtemps pour ne pas l'avoir fait avec Roman Reigns, durant l'été de cette même année, il prouverait qu'il avait encore ce qu'il fallait pour prendre la bonne décision et laisser parler son génie.
En effet, après 6 ans de rejet bruyant par les fans qui n'avaient aucune envie de le voir comme leur nouveau héros, Reigns allait enfin pouvoir montrer ce qu'il avait à offrir lorsqu'il est passé du côté obscur lors du SummerSlam du 23 août. Tout ça en s'alignant avec celui qui deviendrait son wise man, Paul Heyman, et en devenant le nouveau champion universel. Et quelle excellente décision cela s'est avéré être. Car désormais, ne devant plus essayer de plaire au public avec les scripts clichés écrits par l'équipe de scénaristes de la WWE, le chef tribal pouvait laisser libre cours à tout son talent et à son charisme. Cela allait le voir devenir sans conteste le meilleur personnage de toute la lutte au fil des mois. En jouant pleinement son héritage samoan, il rassemblerait sa famille autour de lui sous le nom de la Bloodline, une faction qui a réussi à contrôler à la fois SmackDown et Raw pendant plus de 2 ans. C'est exact, non seulement Reigns avait réussi à être le champion universel de SmackDown, mais il était devenu également le champion de la WWE de Raw, ce qui faisait de lui l'indiscutable top dog où qu'il aille. Et pour prouver davantage sa domination, ses cousins les Usos ont également remporté les titres par équipe de la marque rouge et bleue. Pendant ce temps, le reste de la faction était complété par de nouvelles recrues comme Solo Sikoa et l'honorary Uso Sami Zayn. Et même si on connaît la suite de l'histoire pour le chef tribal, si la décision de tourner Roman en heel n'avait pas eu lieu, il est probable que nous n'aurions pas eu la meilleure faction que la WWE ait vue depuis des années et qu'il recevrait probablement encore des huées où qu'il aille. Mais ce ne serait pas la dernière fois que Vince McMahon prendrait une excellente décision de booking, car quelques mois avant d'être évincé de son poste de PDG de l'entreprise, il frapperait fort avec le retour de Cody Rhodes. Et cette décision était particulièrement importante, car avec Rhodes étant la première grande séparation de l'AEW, la manière dont il a été booké envoyait un message clair à tout autre catcheur qui aurait envisagé de changer de côté lorsque leur contrat arriverait à expiration. Heureusement pour la WWE, McMahon ne ferait pas ce qu'il avait fait avec Dusty Rhodes des années auparavant. Non, cette fois-ci, il n'y aurait pas de poids de polka à l'horizon. Juste un redébut spectaculaire pour Cody Rhodes à WrestleMania 38, où il a eu un excellent match contre Seth Rollins et est ressorti de la soirée en tant que véritable superstar. Ensuite, il aurait 2 autres superbes combats avec l'architecte, dont le dernier solidifiait définitivement son statut de main eventer pour toujours. Dans l'un des moments les plus fous et les plus sanglants de la mémoire récente, il a choisi de travailler dans un match Hell in a Cell avec un muscle pectoral complètement déchiré, détaché de l'os. Mais bien que la douleur ait dû être inimaginable, les bénéfices ont été énormes, récoltant un respect phénoménal dans les coulisses et montrant une dévotion totale envers cette discipline. Car malgré le fait que Vince McMahon ne soit plus en charge, la manière dont il a booké le petit-fils d'un plombier à son retour fait qu'il est revenu encore plus grand que jamais. Jusqu'à même détrôner Roman Reigns et mettre à mal les plus grandes stars de l'industrie, allant même jusqu'à provoquer un heel turn de John Cena avec le Rock à ses côtés, et ça dans l'unique but de le positionner en orbite. En effet, même lorsqu'il était dans ses derniers jours, le patron pouvait encore montrer quelques lueurs de l'ancien lui quand il en avait besoin. Mais cela a toujours été évident, même à travers ses périodes les plus sombres, car en 2014, au moment où les critiques étaient les plus fortes à son égard suite à la façon dont il avait géré Daniel Bryan, il a pris une excellente décision en choisissant de séparer le Shield à leur apogée. Et bien que je comprenne que certains puissent penser que ça a été une mauvaise décision, étant donné qu'il y avait encore du potentiel à exploiter avec un run en tant que babyface pour le Shield, je vais défendre l'idée que c'est une décision positive de les séparer au moment où ils étaient à leur apogée. La raison est simple, comme tout scénariste vous le dira, il est toujours préférable de laisser les choses sur une note haute plutôt que de les laisser arriver à un point où personne n'en veut plus. En faisant en sorte que Rollins trahisse ses frères lors de l'épisode de Raw du 2 juin de cette année-là et en mettant fin à ce qui était probablement la faction la plus populaire de l'entreprise à l'époque, il a été garanti qu'ils n'atteindraient jamais le point où les gens seraient fatigués de les voir. Pensez à ce qui est arrivé avec la NWO vers la fin ou à la manière dont les retrouvailles incessantes de la DX ne font que diminuer à chaque fois. Vous pourriez même regarder comment le Bullet Club est devenu plus dilué ces dernières années pour voir un exemple de pourquoi parfois il faut mieux laisser les choses telles qu'elles sont avant qu'elles n'atteignent le point de non-retour. Oui, le Shield aurait quelques réunions de courte durée après leur séparation, mais le fait qu'ils aient terminé sur une telle note haute a fait que ces retrouvailles seront toujours bienvenues. Et il ne s'agit pas seulement de l'héritage qu'ils ont laissé, car les séparer à ce moment-là a permis à Vince d'en faire des main eventers légitimes, à un point où Roman Reigns est maintenant le roi de la WWE, Jon Moxley est l'as de l'AEW, et Seth Rollins détient sans aucun doute le titre du meilleur catcheur dans l'une ou l'autre des entreprises. Cela dit, autant cette décision a fonctionné ainsi, autant il arrive parfois que séparer un clan ne soit pas la meilleure manière de faire monter quelqu'un au niveau supérieur. Non, parfois lorsqu'un catcheur a tout le talent brut du monde mais a besoin d'un peu d'aide pour rassembler tout cela, le meilleur endroit pour le mettre est dans un clan. Comme ça a été le cas pour Rocky Maivia lorsqu'il a rejoint la Nation of Domination en 1997. Pour les jeunes fans qui ne connaissent le Rock seulement tel qu'il est aujourd'hui, à travers plus d'une décennie en tant que babyface, il est difficile de l'imaginer, mais il fut un temps où les foules détestaient activement le Final Boss, et peut-être même un peu plus aujourd'hui en 2025. La raison en est que lorsqu'il est apparu pour la première fois à la télévision, il était présenté comme un babyface souriant et plutôt plat, avec toute la personnalité d'un morceau de carton.
Bien sûr, ce n'était pas de sa faute, c'était simplement la manière dont la compagnie avait choisi de le booker à l'époque. Cependant, cette décision allait être corrigée quand, après avoir vu le niveau de mécontentement des fans envers la nouvelle star montante, ils décidèrent de changer les choses et de le faire tourner heel en rejoignant la Nation. Et quelle excellente décision cela s'est avéré être, car désormais, sans avoir à se soucier d'être un babyface, Rocky a pu laisser ressortir sa personnalité arrogante. Et au fil des mois suivants, il s'est progressivement transformé en The Rock. Oui, c'est à ce moment-là que ses talents verbaux ont véritablement eu l'opportunité de briller pour la première fois. Un phénomène qui a fait que les fans sont tombés amoureux de lui, même s'il était encore censé être le heel. Mais comme pour Steve Austin ailleurs dans le show, cette période de heel était toujours vouée à avoir une date d'expiration. Car après avoir prouvé qu'il était trop divertissant pour être hué, la WWE a enfin décidé de le ramener à la position qu'il voulait toujours qu'il occupe dès que 1999 est arrivé. Il est alors devenu l'homme le plus électrisant du divertissement sportif et une véritable star, son succès et sa popularité n'étant surpassés que par le Rattlesnake lui-même. Mais même Austin n'a pas réussi à s'imposer dans le mainstream de la manière dont Rocky y est parvenu, puisqu'au cours des années suivantes, il a entamé une carrière à Hollywood, une carrière qu'il a vu devenir le plus grand atout au box-office du monde. Bien sûr, tout ce succès peut être retracé jusqu'à cette seule décision de l'avoir fait rejoindre la Nation en 1997, et cela nous laisse nous demander à quel point le monde aurait été différent s'il n'avait pas été booké de cette manière. Un autre essai similaire se produira quelques années plus tard, car comme nous le savons tous maintenant, une fois que le Rock et Steve Austin ont quitté la compagnie, le flambeau a été repris par nul autre que John Cena. Cela dit, John Cena a également eu du mal à se faire accepter lors de ses débuts dans le roster, et à un moment donné, il a failli être renvoyé. Ce qui l'a sauvé, c'est la décision de lui attribuer un gimmick de rappeur. Bien que Vince McMahon ait eu le dernier mot sur l'approbation de ce gimmick, ce n'était pas lui qui en avait eu l'idée. En fait, c'était Stephanie McMahon qui avait proposé ce concept à Cena après l'avoir vu rapper avec ses collègues dans un bus de tournée. Elle l'a encouragé à essayer cela à la télévision et il a donc commencé à le faire lors de l'épisode de SmackDown du 31 octobre 2002. Vêtu d'un costume d'Halloween, Cena a commencé à rapper sur le reste du roster, et ce moment s'est avéré être tellement populaire qu'il est devenu son gimmick permanent. Il est ainsi devenu le Doctor of Thuganomics, un heel arrogant capable de surpasser n'importe qui, micro en main. Bien sûr, si cela vous semble familier par rapport à l'évolution du rock, c'est normal, car tout comme Dwayne Johnson, John Cena a vu sa carrière décoller à ce moment-là. Il n'était plus sur le point d'être renvoyé et a gagné en confiance chaque semaine, au point de devenir si populaire que Vince McMahon a décidé de le mettre en avant comme le nouveau visage de la compagnie, devant d'autres comme Dave Bautista et Randy Orton. Et comme on dit, la suite appartient à l'histoire. Une fois que sa position de top guy était assurée, Big Bad John a enchaîné une carrière qui a duré presque 2 décennies et l'a vu accomplir à peu près tout ce qu'un catcheur pouvait accomplir dans le ring, même un heel turn. Bien sûr, après avoir abandonné son gimmick de Doctor of Thuganomics et adopté un personnage de babyface plus adapté à un public familial, sa popularité n'a plus été la même avec certaines sections de la base de fans. Mais à ce moment-là, son run en tant que rappeur avait suffisamment solidifié sa position. Si bien qu'aux yeux des enfants, peu importe la direction que son personnage prenait, il restait leur héros, quoi qu'il arrive. Donner à John Cena un gimmick de rappeur n'a pas été la seule excellente décision de booking que la WWE a prise en 2002, car à peu près à la même époque, il prenait également la décision nécessaire d'exécuter le premier brand split. En effet, en 2002, avec l'afflux de catcheurs issus de la WCW et de l'ECW qui venaient récemment renforcer le roster, il est devenu impossible pour tous les talents d'obtenir du temps d'antenne. Ainsi, de nombreux catcheurs talentueux étaient constamment en danger de se perdre dans la foulée. Reconnaissant cette situation, Vince McMahon a mis en place un plan pour y faire face en scindant les rosters, dès ce printemps-là. En deux, une moitié exclusive à Raw et l'autre à SmackDown. Bien que cela signifiait que les fans ne verraient plus leur superstar favorite plusieurs fois par semaine, cela a aussi permis à d'autres catcheurs de briller grâce au temps d'antenne supplémentaire que cette séparation apportait. En effet, au cours des premières années de la draft, des talents comme Eddie Guerrero, Chris Benoit, Booker T, Rob Van Dam, Edge et Randy Orton ont tous été propulsés à un autre niveau, offrant ainsi à toute une nouvelle génération d'athlètes la chance de montrer ce qu'ils savaient faire. Et plus que ça, cette séparation en deux rosters a permis dans les années suivantes à des stars comme Batista et John Cena de monter en puissance en tant que talents principaux, simplement grâce au fait qu'ils étaient sur des choses séparées. Certes, à certaines occasions, la manière dont la WWE a traité cette séparation des rosters n'a pas toujours été brillante, mais le simple fait qu'elle ait été instaurée a permis la création d'opportunités qui n'auraient pas existé autrement. On peut vraiment dire que sans l'introduction de cette séparation en 2002, la WWE serait un endroit bien différent aujourd'hui, et que bon nombre des légendes que l'on connaît aujourd'hui n'auraient probablement jamais atteint ce statut.
D'ailleurs, en parlant de légendes qui ont eu la chance de se développer, il est impossible de ne pas mentionner l'excellente décision de booking prise en 1992 lorsque Shawn Michaels a quitté son partenaire de longue date, Marty Jannetty. C'est en janvier 92 que l'un des segments les plus célèbres de l'histoire de la WWE a eu lieu, avec Shawn Michaels se tournant le dos à son partenaire, Marty Jannetty. Ce moment iconique où Michaels superkick Jannetty et le jette à travers la fenêtre en verre du salon de coiffure de Brutus Beefcake est un tournant majeur. Pourquoi cette décision de booking s'avérait-elle si brillante? C'est simple, elle a mis Shawn Michaels sur une trajectoire qui allait le mener à devenir l'un des plus grands lutteurs de l'histoire du catch. Bien sûr, Michaels était déjà très talentueux avant cela, mais dans le monde de la WWF dirigé par Vince McMahon, il y avait toujours une limite pour tout duo, aussi talentueux soit-il. Donc bien que Shawn Michaels ait connu un certain succès au sein des Rockers entre 1998 et 1992, c'est après avoir rompu avec Marty Jannetty que sa carrière a véritablement décollé. Ce qui rend ce moment encore plus marquant, c'est que au lieu de le faire passer pour un babyface, la décision était prise de le faire tourner en heel, incarnant ainsi un personnage arrogant et provocateur. Ce rôle lui allait parfaitement, d'autant qu'à l'époque, sa propre personnalité en coulisses le rendait crédible en tant que talon. Grâce à cette décision, Michaels a pu pleinement exprimer son caractère, devenant l'un des meilleurs catcheurs sur le ring. Dans les années 90, il allait gravir les échelons pour devenir plusieurs fois champion de la WWE. Même une grave blessure au dos qui l'a forcé à prendre sa retraite en 1998 ne l'a pas arrêté. Son retour dans les années 2000 lui a permis d'avoir une seconde carrière encore plus marquante, avec des matchs classiques sur classiques, dont l'un des plus mémorables contre l'Undertaker à WrestleMania 25, que beaucoup considèrent comme le meilleur match de l'histoire. Quant à Marty Jannetty, sa carrière après la séparation des Rockers n'a pas connu le même succès. Ses problèmes de drogue ont été si graves qu'il n'a jamais pu maintenir une carrière stable pour accumuler un quelconque momentum. C'est assez triste pour lui, mais cela n'enlève rien au fait que cette décision a permis à Shawn Michaels de briller d'autant plus intensément. Toutefois, au milieu des années 90, la WWF comptait encore deux autres figures qui se disputaient le statut de GOAT. Et si pour beaucoup, Shawn Michaels semblait avoir une plus grande légitimité pour ce titre, certains estimaient qu'il vivait encore dans l'ombre de Bret Hart. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit était que Bret Hart était devenu tellement populaire qu'en prenant l'une des meilleures décisions du booking de l'ère de la nouvelle génération, Vince McMahon allait corriger son erreur de l'année précédente et couronner le Hitman à WrestleMania 10. Oui, bien qu'il ait subi un revers en perdant contre Yokozuna à WrestleMania 9, puis en étant humilié par Hulk Hogan après cet événement, Bret Hart était tellement talentueux que cela n'allait pas le maintenir au sol très longtemps. Cela dit, même s'il était toujours le favori évident pour les fans à ce moment-là, Vince McMahon avait déjà commencé à élaborer des plans pour propulser Lex Luger comme sa future star principale, un choix qu'il estimait nécessaire après le départ de Hulk Hogan de l'entreprise. Cependant, au fur et à mesure que les mois passaient et qu'il devenait clair que Lex Luger ne parvenait pas à se connecter avec les fans de la manière dont la WWF l'espérait, Vince se retrouva avec un dilemme. Devait-il se battre contre l'opinion du public et imposer Luger comme tête d'affiche, ou bien écouter les fans et donner la balle à Bret Hart? Heureusement pour tout le monde, Vince choisit finalement la deuxième option. Ainsi, à WrestleMania 10, devant une foule comble au Madison Square Garden en mars 1994, Bret Hart récupérait sa victoire contre Yokozuna, accomplissant exactement ce que Luger n'avait pas pu faire plus tôt dans la soirée. En effet, il y a eu une époque où Vince McMahon a écouté ses fans et leur a donné ce qu'ils voulaient, et chaque fois qu'il prenait cette décision, la réaction était presque toujours positive. Ne laissons donc jamais dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait en matière de narration, car lorsqu'il mettait son esprit à l'œuvre, Vince McMahon et sa compagnie étaient capables de prendre certaines des meilleures décisions de booking de l'histoire du catch. Et désormais, avec Triple H à la tête créative qui le suit à la trace depuis ses débuts dans l'entreprise, la WWE n'est pas prête d'arrêter de marquer l'histoire. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.